C'est un combat face à l'admiration, face à son entourage, face au regard. Dans Rien à perdre, Sylvie, le personnage interprété par Virginie Efira, est jugée pour ce qu'elle est. Indépendante, affranchie et libre de ses choix. Quand un accident la plonge dans les rouages de la justice, elle puise dans des ressources insoupçonnées pour sauver sa famille. Lucie découvre la vie étudiante de la plus agréable des façons. Des douces soirées, un départ en Erasmus, des rencontres du bout du monde. Elle tombe amoureuse, elle vit le meilleur, mais elle vit aussi le pire. Et comme tous les gens qui n'ont plus rien à perdre, elle se découvre plus forte qu'elle ne l'aurait jamais pensé. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mona Delahaye. En 2011, j'ai 21 ans, j'habite à Strasbourg. J'entre en licence à l'université et je rencontre un garçon avec qui je démarre une histoire. Et en fait, à la fin de l'année, il me quitte et je suis vraiment dévastée. J'ai une amie qui décide de me remonter le moral et qui m'emmène à une de ses soirées. Je suis pas vraiment d'humeur et donc, pour rigoler, elle me lance un défi. Elle me dit « Est-ce que tu oserais aller embrasser ce garçon ?» Et elle me pointe un garçon dans la soirée. Et l'alcool aidant, je me lève, je vais vers le garçon et je lui demande « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Il me répond « Oui », je l'embrasse. Et sur ce, il m'explique qu'en fait, il est gay, mais qu'il a un frère jumeau, qui lui est hétéro, et que peut-être que je peux l'aider à résoudre une question qui se posait depuis très longtemps, à savoir qui des deux frères jumeaux embrasse le mieux. Et donc, avec la même aisance, je vais voir son frère et je lui demande « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Et le garçon me dit « Mais absolument pas !» Je dis « Bon, d'accord ». On commence à discuter, ça se passe bien. Donc j'apprends qu'il s'appelle PA, il est brun, il a la peau plutôt mate. Je trouve qu'il est charmant, il a un sourire charmant et il est très sympathique. Je le trouve attachant. Et à la fin de la soirée, il me demande si je suis tout le groupe en boîte de nuit. Sauf que j'ai une autre soirée et que j'explique que non, moi je vais reprendre mon chemin. Et dans l'escalier, il se retourne et il me demande si mon défi tient toujours. Et je l'embrasse passionnément. Mon ami, qui est quelques étages plus bas, voit ce qui se passe et me crie « Mais Lucie, il a une copine !» Je me retourne, je le gifle en disant « Mais ça n'a aucun sens. Là, c'était juste un pari. C'était pas du tout l'occasion pour toi de tromper ta copine. Ça n'a aucun sens. » Il me dit « Mais non, mais ne t'inquiète pas. J'assume. J'aimerais te suivre à ta soirée. Est-ce que tu veux bien ?» Je suis un peu déconcertée. Mais en fait, on s'est bien entendu. Pourquoi pas. Il me suit à ma deuxième soirée et puis il me raccompagne à vélo à l'autre bout de Strasbourg. Il m'embrasse à nouveau et tout d'un coup, il se rappelle qu'il a une copine. Il me dit « Mais en fait, je peux pas du tout rester là, il faut que je rentre chez moi. » Je dis « Oui, effectivement. » Il rentre chez lui. Je suis assez satisfaite de ma soirée, un peu interloquée, et je reprends ma vie. Quelques jours plus tard, PA m'envoie un message pour me dire qu'il a quitté sa copine et pour me demander quand est-ce qu'on se revoit. Et j'ai du mal à comprendre comment, d'un pari, j'en suis venue à casser un couple. Et donc, il me rassure en me disant que non, c'était déjà quelque chose qui était en cours, mais que vraiment, là, ça l'avait finalement décidé. Et donc, je veux calmer le jeu un peu, en disant que de toute façon, moi, je pars pendant 15 jours pour passer des oraux de concours. Et du coup, je ne serai pas en Alsace, que j'allais faire le tour de la France, toute seule avec mon sac à dos. Et en fait, on commence à s'écrire et on s'écrit en continu et on s'appelle tous les jours, du matin au soir. Et c'est une jolie relation, en fait, qui se met en place parce que moi, je suis assez seule à traverser la France de concours en concours. La tension est importante. Et il m'accompagne et il me soutient et il croit en moi. Et il est vraiment là pour moi à ce moment-là. Mais on ne s'est toujours pas revus. Et on se raconte des choses qu'on n'aurait pas pensé se raconter, surtout pas alors qu'on se connaît à peine finalement. 15 jours plus tard, on finit par se revoir à Strasbourg et il est à fond. Il est à fond, il est hyper romantique, il vient réparer mon vélo sous la pluie alors que je suis même pas chez moi. Il fait 30 km à vélo pour venir m'embrasser 5 minutes et repartir à vélo. Et donc ça devient tout de suite très fort et très complice. Et c'est vraiment charmant, mais moi je suis pas encore réparée à ce moment-là de ma relation passée et j'ai encore l'espoir un peu fou que mon ex revienne.
Donc je lui dis dès le début que c'est super sympa, c'est charmant, je suis très attachée à lui, mais que si mon ex revient, je pars. Au bout de 3 mois de relation avec PA, mon ex revient et je m'en tiens à ma promesse. Et donc, je décide de quitter PA. Donc, on continue à s'écrire pendant quelques mois. Et puis, progressivement, voilà, il a une fin de non-recevoir. C'est trop. C'est trop pour lui. Et en fait, ma relation avec mon ex se délite avant même de vraiment recommencer. Et finalement, je revois PA. On recouche ensemble. Mais en fait, je crois qu'il essaie un peu de se venger du fait que je lui fais beaucoup de mal. En fait, on se voit, on couche ensemble et puis ensuite, chacun rentre chez soi. Au début, quand je me réveille, il y a des croissants frais. Au fur et à mesure, j'ai pas le temps de prendre une douche que je suis déjà... on m'invite déjà à rentrer chez moi de manière assez brutale. Et je m'en veux beaucoup parce que je l'ai fait beaucoup souffrir. J'aimerais réparer mes erreurs. Et là, c'est très difficile d'être entièrement rejeté jusqu'à ce que vraiment, il devienne carrément odieux. Et là, je comprends que, ok, si c'est comme ça, c'est fini. Et je coupe entièrement les contacts pendant plusieurs mois. Et il finit par revenir me voir quelques mois plus tard. Il vient s'excuser. Il boit un café chez moi et je lui dis « c'est fini ». Pour moi, le train est passé et que je suis plus intéressée en fait. Et il est très vexé. Il le prend très très mal. Et il repart. En 2013, j'ai 23 ans, je vis en couple avec un garçon et je pars en Pologne à Cracovie pour faire mon M2. On décide de vivre à distance pendant 1 an avec le projet de se paxer parce que finalement, je me dis que peut-être que j'en attends un peu trop de l'amour et des relations et que finalement, une relation très cadrée, très adulte, très mature avec beaucoup de projets très sérieux puisque lui, il travaille déjà, peut-être que finalement, c'est ce qu'il faut et qu'il faut arrêter de rêver. Donc j'arrive 3 semaines avant le début des cours et je vis avec 3 Polonais. J'ai pas grand-chose à faire, je ne connais personne à part un gars de mon école. Donc au bout d'1 semaine en Pologne, mon ami m'invite à cette soirée dans un appartement et j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'aille à cette soirée. Et j'avais jamais eu ce sentiment-là avant. Je vais à cette soirée dans un appartement, c'est hyper sympa. Et ce garçon entre dans l'appartement. Il est brun, il a une barbe et il est très apprêté. Il a un très beau regard et surtout, il est très à l'aise, il a un côté nonchalant mais assez charmant. J'ai tout de suite envie de lui parler et de savoir qui il est. J'essaye de le suivre dans cette soirée en appartement, il sort fumer, j'essaye de le suivre mais quand je sors, il rentre, on n'arrête pas de se louper. Et finalement, il vient me parler, on me dit « mais toi, t'es qui? Tu connais personne ?» Je dis « bah non, je m'appelle Lucie, je viens de Strasbourg, j'ai jamais entendu parler. » Et toi, tu viens d'où? Benevento. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment jamais entendu parler. Et il me fait rire et en même temps, je le trouve un peu prétentieux. Mais il m'intrigue, ce garçon. Il s'appelle Giovanni. On discute, on rigole bien. Donc, je le trouve plutôt sympathique. Il insiste pour danser avec moi. On danse ensemble, mais moi, je me dis que ça doit être un Italien qui doit avoir un succès fou auprès des filles parce que je le trouve vraiment plus beau que la moyenne des gens là-bas. Et je comprends pas trop ce qu'il me trouve. Et je me dis que je dois être la fille de la soirée, mais qu'en fait, il doit draguer une fille par soirée. Et donc, je me méfie pas mal. À la fin de la soirée, il me demande mon numéro. Et je sais qu'en fait, lui, il part 1 mois plus tard. Il rentre en Italie 1 mois plus tard. Donc, pour m'en débarrasser, pour faire une petite pirouette, je lui dis, écoute, on va faire ça. Si dans 3 semaines, tu te souviens de mon prénom, écris-moi, on ira manger des pâtes. Mais objectivement, je suis convaincue que je suis juste une conquête de plus dans sa longue liste et qu'il ne rappellera jamais. Et il me regarde et il me dit « mais oui, absolument, ça veut dire que j'ai 3 semaines pour apprendre à danser mieux encore et je t'emmènerai danser ». Je rentre de cette soirée hyper flattée. J'ai eu un ego boost de fou et je rentre chez moi en me disant que voilà, c'était une toute petite parenthèse, ça s'arrête là, il y aura rien de plus. Je me sens pas vraiment coupable parce que je suis avec un garçon qui me drague plus, ou en tout cas qui me considère plus vraiment de la manière dont j'aimerais être considérée. Ça fait très longtemps que j'ai pas été draguée. Ça s'arrête là. Je suis très contente. Le lendemain matin, je me réveille et je me rends compte que une de mes boucles d'oreilles est tombée. Cette paire de boucles d'oreilles était le seul cadeau que mon copain m'avait fait en 1 an de relation. Et je dois rentrer à Paris 2 jours plus tard. Il me manque une boucle d'oreille
que je porte toujours. Donc j'écris un peu paniquée à Joe, alors que j'avais promis de ne pas lui écrire pendant 3 semaines, en lui disant « On a dansé, est-ce que tu aurais trouvé ma boucle d'oreille, je sais pas, dans ton col ?» Et il me dit « Ah bah non, je l'ai pas trouvé. » Il continue à m'écrire et en fait, je rentre à Paris et on continue à s'écrire du matin au soir, alors que je suis avec mon copain. Je dis à Joe que je me paxe et ça lui passe un peu au-dessus. La discussion est très fluide, on parle beaucoup, il y en a toujours un pour relancer l'autre, c'est hyper intéressant, donc c'est très rafraîchissant. Mais ça reste pour moi une parenthèse, ça reste sans conséquence, c'est très mignon, mais ça va s'arrêter là. Il rentre 3 semaines plus tard en Italie. Moi, je me paxe, mais le niveau de romantisme est vraiment à 0. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Mais je me dis que c'est la vie d'adulte. Mais en fait, le jour de mon retour en Pologne de Paris, après ces 15 jours, dans le RER pour aller à l'aéroport, je me dispute avec mon copain, au point où il ne m'accompagne pas jusqu'à l'aéroport, il me laisse à la gare RER et repart dans l'autre sens. Je suis très fâchée, très triste. Et quand j'arrive à l'aéroport de Cracovie, Joe m'attend. Et on s'embrasse assez naturellement. On est complètement sur un petit nuage au point où on se trompe de ticket de bus pour rentrer de l'aéroport. On dépose ma valise chez moi et on sort tous les 2 dîner. Tout de suite. Et à partir de là, je ne rentre pas chez moi pendant une dizaine de jours. Il vit avec un pot de Nutella sur sa table de nuit et tous les matins, on mange le Nutella à la cuillère. Et c'est génial. On profite à fond, on va au cinéma, on sort boire des bières avec les copains, on fait des bowling. Et puis il y a des soirs où on reste chez lui, sur son tout petit lit, une place, à regarder des films sur son ordinateur. Et tout est aussi génial. Manger des pâtes à la sauce tomate, c'est super. Et faire des super restos parce que, vu qu'on est en Pologne, on peut se permettre de faire des choses folles. Le niveau de vie n'est pas le même. On vit la grande vie. Je pense qu'au bout de 4-5 jours, je me rends compte que cette histoire, elle me correspond parfaitement. Au bout de quelques jours, on se retrouve sur mon balcon et je le trouve très étrange. Il est fermé. Je vois qu'il y a quelque chose qui l'embête, mais il ne veut pas m'en parler. Et je dois pas mal le cuisiner avant qu'il me dise « Mais en fait, je crois que tu n'as pas compris, Lucie. Je suis très embêtée. Mais voilà, il faut que je te le dise. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et il n'arrive plus à s'arrêter de le dire. Je reste sans voix, hallucinée. Et je lui dis « Mais moi aussi, je t'aime. » Mais je dois quand même quitter mon copain. Puis finalement, je rentre à Paris pour une semaine. Je lui dis formellement que c'est fini. Je suis désolée pour lui, mais j'ai l'impression que c'est un rendez-vous avec le destin. Je suis sûre que c'est avec Joe que je dois être et qu'il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Après la séparation avec mon copain, je vais voir Joe toutes les 2-3 semaines à Milan. Puis il vient, on continue à se voir pendant 1 an, pendant l'année scolaire. Pendant cette année à Cracovie, j'ai une vie finalement assez sobre. Je travaille pour cette start-up française, j'étudie, j'écris mon mémoire de master. Et le vendredi, je lâche tout, je prends l'avion et je pars à Milan. Et là, on vit la grande vie. On sort au resto, on va en boîte jusqu'à la fermeture de la boîte. Et puis, quelques heures plus tard, on se retrouve à faire des expos dans des musées d'art moderne. Et j'adore cette vie. J'adore tous ces contrastes et le fait de tout pouvoir faire avec lui et que finalement, il m'accompagne sur plein d'aspects de ma personnalité. On a des conversations hyper intéressantes et c'est pareil, c'est une parenthèse géniale. Mais là, je sais qu'on est en train de construire quelque chose. Au bout d'1 an, je passe mon diplôme, j'ai 24 ans. Je suis assez sûre de moi sur le fait qu'il faut que je parte en Italie parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est de cette relation. Alors ok, je parle pas italien, mais bon, je vais l'apprendre. Et j'ai rien à perdre à ce moment-là. Donc tant qu'à faire, autant se lancer et on verra bien ensuite. Du coup, je pars vivre à Milan dans la coloc de Joe. J'arrive en Italie, je commence à prendre des cours d'italien. Je trouve assez rapidement un boulot en tant que babysitter. On est trop heureux d'être finalement ensemble et on se dit, tant qu'on est ensemble, tout ira bien. Et on se sent chez nous là où l'autre est. Parce que finalement, on a passé 1 an à voyager entre plusieurs pays. On sait que quand on est ensemble, où qu'on soit, quelle que soit la situation, tout ira bien. Parce qu'on est une super équipe. On s'entraide, on s'admire et on est vraiment là l'un pour l'autre. Ça
fait 2 ans qu'on est en couple. On a 25 ans. Tout va très bien. On est hyper complices. C'est vraiment mon meilleur ami. On peut passer énormément de temps juste tous les deux à pas faire grand-chose. Il est très attentif à moi et moi à lui. Il me fait énormément rire et il arrive à transformer toutes les situations en quelque chose de sympa. On n'a pas de voiture, donc on prend le train pour visiter les villes qui sont autour. On part voir des matchs de foot au stade. On fait plein de choses que j'aurais jamais pensé faire. Et chaque week-end, on se promène dans Milan, on découvre la ville et il a cette habitude de dire tu sais, au pire, on ira boire une bière. On n'a qu'à aller voir cette expo, au pire, si c'est pas intéressant, on ira boire une bière. Et c'est un peu le leitmotiv qui revient toujours. Tant qu'on est à deux, de toute façon, tout se passera bien et on est hyper content, on est hyper heureux. On est très enthousiaste de la vie en général. Et finalement, arrive le projet d'acheter un appartement et on trouve un appartement. Joe et moi, à ce moment-là, on est un item. C'est-à-dire que c'est Joe et Lu. Les amis de l'un deviennent les amis de l'autre. Nos copains viennent pleurer sur notre épaule quand ils ont des peines de cœur. On se sent pas toujours très bien placé pour donner des conseils parce que pour nous, ça paraît tellement simple et évident qu'on n'a pas l'impression de faire quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Mais du coup, on devient un peu le couple référence de nos copains. Et on est toujours ceux qui accueillent les copains aussi quand ils sont en galère d'appart. Ils passent passer le week-end à la maison. Parce qu'en fait, on est meilleurs potes et on est aussi en couple, en fait. Et je crois que c'est un peu ça qui fait que ça fonctionne si bien. Le 6 février 2021, Joe me propose de faire une randonnée au bord du lac de Côme parce qu'on adore le lac de Côme. Mais ce jour-là, il fait vraiment un temps pourri. Je prépare mon sac, le sien est déjà prêt. On s'engage sur une randonnée et la randonnée est vraiment difficile. Et donc, au bout de 2 heures de promenade, franchement galère, on est toujours dans le brouillard total. On s'arrête à l'orée d'une forêt. Et là, je m'assois. Il se met à genoux. Il sort une bague de sa poche. Et il me dit, Lucie, la vie a été magnifique avec toi jusque-là. J'aimerais savoir si tu veux la continuer avec moi. Et je suis, encore une fois, estomaquée. Je pars dans un fou rire nerveux, au point où j'ai du mal à répondre. En fait, j'attendais ça depuis tellement longtemps que j'y crois pas. Et il me dit, mais du coup, c'est oui ou c'est non? Je dis, mais oui, c'est oui, absolument, c'est oui. Et là, il sort de son sac une bouteille de champagne et des flûtes. Et on rentre chez nous, hyper heureux, équipés de nos téléphones en lampe torche. Et on finit par tracer dans la forêt en buvant le champagne à la bouteille. Au moment où Joe me demande en mariage, c'est un peu compliqué d'un point de vue pro parce que à cause du Covid, en fait, je perds mon travail. Et un jour, je suis recontactée par une grande boîte de la tech qui me propose un poste en France, dans le sud de la région parisienne. D'abord, je pense à faire les allers-retours entre Milan et la France. Et Joe me dit qu'il n'est pas question qu'il vive sans moi. Et on décide en 3 semaines de partir, de laisser notre appart. Et on arrive dans le sud de la région parisienne et c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Au bout de 6 mois en France, on part se marier à Milan. On est 15 avec nos parents et nos témoins. Et c'est un mariage qui dure 3 jours dans notre appart. Et on est super contents. On est portés, en fait, par toute l'énergie de notre famille et de nos amis qui sont vraiment heureux pour nous. On fait un apéro sur la place du Duomo, donc de la grande cathédrale de Milan. J'ai très peur qu'on se fasse jeter parce qu'on est en train de boire de l'alcool sur la voie publique, c'est pas du tout autorisé. Mais en fait, tout le monde trouve ça tellement charmant, inclus les flics, que tout le monde nous prend en photo, en fait, les touristes et les flics. Et c'est un moment un peu magique où on fait la fête au milieu de la foule, au milieu des touristes. Moi, en robe de mariée, tout le monde rit, c'est très léger et c'est très, très joyeux. Et c'est un week-end incroyable. Et suite à ça, on part en voyage de noces pendant 1 semaine. On est super amoureux, plus proches que jamais, hyper complices. Et on est juste très très heureux. Le voyage de noces se termine, on rentre en région parisienne et j'ai une intuition. J'ai l'intuition d'être enceinte. Je fais un test et il est positif. Alors je commande un petit mobile en papier avec des petites cigognes en ligne. Je prépare des petits ballotins sur lesquels j'écris Baby is coming, le bébé arrive. ETA, donc arrivée prévue pour l'été 2022. Joe arrive, je lui tends le petit paquet, il a ouvert le mobile
Et là, il fait « Non, mais t'es pas enceinte ?» Si. Et là, il est très heureux et il est très choqué à la fois. Et il est sans voix. En fait, ni lui ni moi, on s'attendait à ce que ça arrive si vite. Et on est très heureux, mais c'est un ouragan. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire là, tout de suite? Pour l'instant, c'est notre petit secret à nous et on le dira au fur et à mesure. On veut l'annoncer en personne à nos parents et au fur et à mesure qu'on verra nos amis, on leur annoncera. Tout début décembre, cette semaine-là, je travaille énormément. Et chaque jour, quand je rentre, Joe dort déjà. Ce qui est assez surprenant. Ça lui ressemble pas. Et je trouve ça vraiment étrange. De demi-journée en demi-journée, son état empire. Il ne quitte plus le lit. Il n'arrive plus même pas à se lever pour manger ou quoi que ce soit. Il est objectivement très fatigué. Il a froid. Il dort avec un bonnet. Il a de plus en plus de difficultés à respirer. Il est tout le temps à bout de souffle. Et moi, là, j'ai eu, encore une fois, une très mauvaise intuition. Ça fait 15 jours qu'il sait que je suis enceinte. Ça fait une semaine qu'il a des symptômes. Et au bout d'une semaine, il me demande de l'emmener aux urgences. On arrive aux urgences à 18h et il est finalement vu par un médecin à 6h du matin. Je suis en train de retourner le voir à l'hôpital. Au bout de quelques heures, j'étais rentrée dormir un petit peu. Et au moment où j'entre dans l'hôpital, il m'appelle pour me dire « En fait, je suis dans l'ambulance, tu vas être transférée dans un autre hôpital parce qu'on a trouvé une masse dans ma poitrine. » Et là, le ciel s'effondre, littéralement. Mes genoux lâchent et je m'assois contre le mur, par terre, et je comprends pas ce qui m'arrive. Je dis « Mais dans quel hôpital ?» Mais je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit. Joe me demande de l'accompagner dans l'ambulance. Il a peur de mourir pendant le transfert. Mais je peux pas, j'ai la voiture avec moi, donc je suis l'ambulance. Joe est transféré à l'hôpital Saint-Louis à Paris. J'appelle sur le chemin mon ami le plus proche pour qu'il me réceptionne quand j'arrive. Quand j'arrive, on m'apprend que Joe est en fait en réanimation. C'était pas du tout prévu à la base. Et donc là, je reprends encore une fois la mesure. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est très grave. J'attends avec mon meilleur ami dans la salle d'attente de la réanimation. Mon ami me dit « Ah d'ailleurs, j'ai emmené une part de tarte aux poires. Si t'as faim, tu peux la manger. » Je dis « Oui, je crois que ce serait bien que je mange parce qu'en fait, je suis enceinte. » Le médecin vient nous voir, nous explique que la situation de Joe est critique parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a, mais c'est sérieux. D'heure en heure, il a de plus en plus de mal à respirer, il a de plus en plus de mal à faire des phrases sans reprendre sa respiration. Et là, je décide qu'il faut qu'on appelle ses parents et qu'il faut que ses parents viennent immédiatement parce que je vois la situation qui se dégrade extrêmement rapidement et je n'ai pas idée de la manière dont ça va se passer. Et ses parents disent « Bon, d'accord, on va trouver un vol pour demain. » Je dis « Non, je suis désolée, mais là, il est 10h du matin. Il faut que vous partiez en début d'après-midi. J'ai trouvé un vol. Il faut que vous partiez de Naples tout de suite. » J'appelle mes parents pour qu'ils viennent. Ma mère, et là, je dis « Bon, voilà, avant qu'on monte, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je suis enceinte. » Et là, ma mère est hyper émue. Elle est extrêmement joyeuse, ce qui crée un contraste fou parce que on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on comprend que ce qui se passe avec Joe, c'est quand même très, très grave. Et en même temps, on est très, très heureux parce que je suis enceinte. Tout ça se passe sur une journée. Il a été transféré d'un hôpital à l'autre. Nos parents sont arrivés, notre ami est arrivé. On a annoncé à tout le monde que j'étais enceinte et Joe commence vraiment à être fatigué. Il a du mal à respirer depuis plusieurs nuits, donc il récupère pas. Et il est temps de lui dire bonne nuit et de revenir le lendemain. La journée se termine et je ramène tout le monde en voiture à la maison. On a à peu près 1h30 de trajet entre l'hôpital et la maison. Et on s'installe sans trop savoir de quoi demain sera fait. Le lendemain, au petit déjeuner, je reçois un appel de l'hôpital qui me dit que Joe veut me parler. Joe prend le téléphone et me dit « Voilà, ça fait plusieurs nuits que je dors très mal. Je suis angoissée parce que j'arrive pas à respirer et les médecins m'ont proposé de m'endormir le temps de comprendre ce que j'ai et j'ai accepté. » J'ai un frisson qui me traverse le corps parce que, en fait, on parle de s'endormir, mais en fait, on est en train de parler de coma artificiel. Et donc, je me dis qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout question de mes émotions et de mes sentiments, mais uniquement de Joe. Et donc, je prends ma voix la plus détachée possible. Je dis, bah oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Il vaut mieux que tu te reposes. Très bien, oui. Et tu comptes dormir pendant combien de temps ? Il fait, tu vois, on est jeudi, je pense que pour le week-end, je serai là. Je dis, d'accord, du coup, on se voit dans 2 jours. Bah oui, on se voit dans 2 jours. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et on raccroche.
pour le sortir de là, on a besoin d'être une équipe. Donc, je mets en place une routine dès les premiers jours. On arrivera tous les matins à partir de 10h, pas plus tôt parce qu'il y a des soins avant. Tous les jours, avant 14h, il faudra qu'on aille manger, tous, même si on n'a pas faim. Et j'ai pas du tout faim à ce moment-là, mais je suis enceinte, il faut que je mange. Et si j'arrive à sauver Joe mais que je perds mon bébé, on n'aura pas gagné. Et tous les soirs, à 20h max, on reprend la voiture pour rentrer. On ne sait pas ce qu'il a. Il risque de faire une hémorragie spontanée qui le tuerait dans la demi-heure. On me prévient donc qu'il peut mourir à tout moment. Je demande si j'aurai le temps de faire le chemin entre la maison et l'hôpital, et on me dit « peut-être, c'est pas sûr ». Et ça reste vraiment dans ma tête. Il peut mourir d'une heure à l'autre. Et donc je dors avec mon téléphone sur fort, entre ma tête et mon coussin, parce que j'ai très peur de louper l'appel de l'hôpital. Et tous les matins, quand je me réveille et que je vois qu'il n'y a pas d'appel manqué, c'est un soulagement énorme en me disant « il a passé une nuit de plus ». Je pense pas du tout à craquer. C'est-à-dire que j'entre dans une phase de concentration extrême avec un seul objectif, c'est le sortir de là. Et il faut tout mettre en place pour le sortir de là. Donc j'ai une approche finalement super rationnelle de ce qui est en train de se passer. Et là, on parle de vie ou de mort. Donc en fait, il n'y a pas moyen de relativiser. Donc j'ai une espèce de boule qui se met en place dans mon estomac, qui devient une espèce de boule d'énergie. C'est comme un noyau en fusion permanente qui m'alimente en continu, qui fait que tellement je suis concentrée sur mon objectif, je sens pas la fatigue, je sens pas la faim, je sens pas le froid, mais je sens que c'est un marathon, que c'est pas un sprint. On parle énormément avec les infirmières, on essaye de comprendre ce qu'il peut percevoir pendant le coma. On nous explique que chaque personne en fait réagit de manière très différente. Certaines personnes disent qu'elles entendent des voix, d'autres qu'elles sentent des présences, d'autres enfin sentent des odeurs. J'imprime des photos avec une petite machine Polaroid que je branche à mon téléphone et dans la salle d'attente, j'imprime en boucle des photos. On tapisse la chambre de photos de notre vie, de moments hyper joyeux, parce que je veux que cette chambre, ce soit la chambre de la vie et pas la chambre de la mort. C'est pas là où il va mourir, c'est là où il va se battre. Et pour se battre, il faut qu'il ait des raisons de se battre. Et les raisons de se battre, c'est toute notre vie jusque-là. J'accroche le petit mobile avec les cigognes au-dessus de sa tête en me disant que voilà, là, quand il va se réveiller, la première chose qu'il va voir, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il se bat. C'est parce que je suis enceinte, parce qu'il y a un bébé qui va arriver. Et en fait, au bout d'une semaine, on est convoqué dans une toute petite salle. Et là, on m'annonce que voilà, Joe est atteint d'un sarcome-histiocytaire. Un sarcome-histiocytaire, c'est une maladie extrêmement rare. Elle entre dans le cadre des maladies orphelines, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un cas dans le monde par an. Il n'y a aucun cas qui a été étudié de cette maladie. Ce ne sont que des cas rapportés, et les cas rapportés ont toujours fini par un décès. Donc personne n'a jamais guéri de cette maladie. Et là, j'ai une espèce de colère qui monte en moi, contre la vie, pas spécialement contre les médecins. Et je leur dis, à partir de maintenant, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour sortir mon mari de là. C'est moi qui prends la décision médicale pour lui. Je suis son épouse, il a signé un document qui dit que c'est bien moi. Et donc, je vous donne l'autorisation de tenter tout ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez-y. Et je pars marcher et je traverse Paris avec une envie de hurler parce qu'en fait, ça devait être une super bonne nouvelle. Finalement, on savait ce qu'il avait et en fait, c'était pire que tout. On ne savait pas comment le soigner. Au bout de 15 jours, les traitements commencent tout de suite. Il reçoit une série de chimiothérapies et pour l'aider à supporter les chimiothérapies, on le remplit d'eau et il gonfle au point d'atteindre le poids de 125 kg alors qu'il en faisait 85 normalement. C'est très impressionnant parce qu'il ne ressemble plus du tout à l'homme que j'ai épousé, à l'homme avec qui j'ai vécu ma vie. Il est endormi et il a l'air terriblement mal en point. Je me rends compte que ses doigts sont entièrement gonflés, donc même s'il voulait, il ne pourrait pas les plier. Et il faut aussi préparer les gens qui viennent nous voir à ce qu'ils vont voir dans la chambre. Parce que l'idée, c'est pas non plus que ses amis soient traumatisés. Donc on les prépare, on ne sait toujours pas ce que Joe entend et n'entend pas. Et on a des copains qui viennent et qui racontent des trucs hilarants. Et c'est des vrais petits moments d'humanité comme ça qui font vraiment du bien. Au bout d'une semaine, on ne sait pas comment ni pourquoi, quelque chose fonctionne. Et donc on va pouvoir progressivement réveiller Joe. Mais ça prend longtemps. C'est pas du tout comme dans les films, les réveils de coma. Ça met plusieurs jours.
D'abord, il ouvre juste les yeux et je suis là le jour où il ouvre les yeux. C'est incroyable. Joe passe de réa en soins continus. La maladie orpheline, elle est stoppée. L'infection des poumons est réglée. Finalement, on arrive à faire une ponction dans la masse de Joe qui confirme effectivement que c'est un cancer rare. Quand même, on se dit qu'on était à 3 maladies en arrivant, on n'en a plus qu'une. C'est déjà pas mal. On nous apprend ça le 23 décembre, au moment où Joe se réveille réellement du coma. Et ses parents ont du mal à réaliser. Et son père, je le vois encore très préoccupé dans la voiture. Et franchement, je commence à en avoir marre de voir des têtes d'enterrement tout le temps. Alors, évidemment que je comprends parfaitement, mais j'ai envie de dire, on est tous en train de se battre là. Et là, franchement, si on ne célèbre pas les petites victoires, mais alors quoi ? Et donc, je suis en train de conduire et dans le rétroviseur, je vois à l'arrière son père qui vraiment a l'air complètement hagard, hyper triste. Et je lui dis, mais enfin, Emilio, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah bon ? Et en fait, je le lui avais dit, sauf qu'il n'arrivait pas à tout intégrer. Mais les médecins, aujourd'hui, ont dit qu'il risquait plus de mourir d'une heure à l'autre. C'est une super nouvelle. Et d'un coup, il commence à sourire. Il est hyper heureux. C'est le soir de Noël. Ma sœur a amené des déguisements un peu bêtes, des nez de clown et des lunettes un peu rigolotes. Et en fait, on se déguise tous. On fait des photos. On les envoie à Joe, qui a encore du mal à maîtriser son téléphone, mais qui arrive vaguement à voir les messages, pas encore à y répondre. Et c'est une soirée suspendue, une vraie soirée d'espoir, parce que Joe s'est réveillé et il est plus en danger immédiat. Il réapprend à parler avec les kinés, et un matin, j'arrive, et il me dit « I love you ». Et c'est les premiers mots qu'il dit depuis des semaines, et c'est un moment hyper fort et hyper émouvant. Et puis, il y a le soir de Nouvel An. Qu'est-ce qu'on fait à Nouvel An ? C'est Nouvel An pour tout le monde, c'est Nouvel An pour Joe aussi. Et alors, mon meilleur copain qui était là le jour où je suis arrivée, et sa copine, sont venus à l'hôpital et on a organisé un pique-nique de Nouvel An. Donc, on n'avait pas le droit d'être plus de 2 personnes à la fois dans la chambre. Et donc, on a organisé un banquet dans le couloir de l'hôpital. Et on s'est relayé dans la chambre de Joe pour fêter avec lui. La sécurité de l'hôpital est venue pour nous dire que c'était absolument interdit d'organiser un pot. On l'a dit, mais non, venez donc manger un bout avec nous, ça va être très sympa. C'est un vrai moment suspendu au milieu de cette période ultra dramatique, dans un état de tension extrême, parce qu'on est tout le temps confronté à la vie et à la mort. Autour de la mi-janvier, un examen en fait nous apprend que la tumeur a doublé de volume. Là, il y a 2 choix qui s'offrent à nous. On peut tenter une autre chimio avec 50% de probabilité que la toxicité de la chimio tue Joe. L'autre option, c'est qu'on arrête les traitements, qui sortent de l'hôpital et qui vivent le temps qui lui reste de la manière qui lui plaît. À partir de là, il n'est plus question que je laisse Joe même pas une seule seconde. Je décide d'emménager à l'hôpital. Le lendemain, le samedi matin, on se réveille et je lui dis « Je crois que je sais ce qu'il faut qu'on fasse. » Je dis « En fait, je pense que il faut qu'on tente. On n'a rien à perdre. Mais il faut que tu te battes. » Il fait « Oui, en fait, c'est ça. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais quoi qu'il arrive, il faut que tu dises à notre enfant que j'ai tout fait pour être là. » On n'arrête pas une seule seconde d'y croire, tout en évoquant tout ce qui pourrait se passer dans le cas où il ne s'en sort pas. Et il y a beaucoup de discussions qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Quel prénom donner à notre enfant ? Dans quelle école il ira ? Je commence aussi à me dire que peut-être que je vais devoir l'élever seul, cet enfant, même si je continue réellement à y croire, mais je dois quand même évoquer dans ma tête cette possibilité-là. On bascule pas dans l'après, on bascule dans le futur. Et c'est un peu différent, dans le sens où on parle pas de la mort de Joe, on parle de la vie de notre bébé qui va arriver. Et qui, en fait, remplit l'espace, parce que s'il y a bien un truc positif dans notre vie actuellement, c'est ça. Il arrive l'échographie des 3 mois, où c'est l'échographie en fait où on va savoir si le bébé se porte bien, s'il n'y a pas de risque de trisomie, etc. L'échographie se passe et je filme l'échographie et j'envoie les vidéos à Joe et il est hyper ému. Il pleure parce qu'on sait que le bébé se porte bien. Un jour, ma mère vient nous voir à l'hôpital et elle porte avec elle un doudou lapin vert.
qu'elle offre à Joe pour lui donner du courage. Et en disant, ce sera le premier doudou de votre bébé. J'ai tout de suite l'impression que ce doudou, c'est potentiellement le seul objet que mon enfant aura qui a été touché par son père. Et Joe, homme de 30 ans, hyper rationnel, qui bosse en finance, se retrouve à garder ce doudou avec lui en permanence. Il regarde la télé avec le doudou, il le tient sous son bras, il dort avec le doudou. C'est absolument adorable. Et finalement, la situation se dégrade et les médecins viennent nous voir pour nous annoncer qu'il n'y a pas de solution. Et Joe me dit, est-ce que tu pourrais me donner mon ordinateur, s'il te plaît ? Il faut que j'écrive une lettre à mon enfant. Je suis assise à côté de lui, hébétée. Il commence à taper à toute vitesse. Il lui dit qu'il espère qu'il aimera son prénom, qu'en tout cas on l'a choisi avec beaucoup d'attention. Et il lui dit qu'il lui écrit parce qu'il ne sait pas s'il sera là pour lui dire tout ce qu'il a envie de lui dire. Il lui dit qu'il l'aime infiniment, même s'il ne l'a pas encore rencontré. Et il dit, maintenant ça fait 15 semaines que ta maman est enceinte et franchement, il y a beaucoup de questions que je me pose sur ce à quoi ta vie va ressembler et j'ai pas encore la réponse à toutes les questions. Alors je t'écris cette brève lettre, pas tant pour te donner des enseignements, parce que ça je les laisse aux philosophes, mais plutôt pour te donner quelques conseils, pour te communiquer et te transmettre ce que moi j'ai appris pendant ma courte vie et qui m'a pas mal aidée. De toute façon, pour tous les sujets qui ne sont pas traités dans cette lettre, tu peux te fier à ta maman, elle saura bien te répondre. Il lui dit qu'il faut qu'il écoute mes conseils, qu'il est tombé très amoureux de moi très rapidement à Cracovie et que, avec le temps, ses sentiments n'ont fait que grandir. Il lui dit qu'il faut jamais oublier sa famille parce que, en fait, c'est vraiment tout ce qui compte. Il lui dit que c'est pas important d'avoir beaucoup d'amis, mais d'en avoir des bons. Il lui dit qu'il faut pas qu'il suive ses ambitions, mais ses rêves. Il lui dit qu'il faudrait qu'il construise une famille pas trop tard parce que lui, il regrette un peu de pas l'avoir fait avant. Il lui dit qu'il faut qu'il aime qui il veut. Un homme, une femme, ça n'a aucune importance. Mais qu'il faut qu'il le fasse à fond. Il lui dit qu'il faut qu'il se batte, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin, pour ce en quoi il croit. Parce que lui, il est en train de le démontrer, et que c'est ça, en fait, ce qui compte le plus. Ensuite, il écrit un paragraphe pour moi. Il me dit « Tu es l'amour de ma vie, always and forever ». C'est un peu cucu, mais c'est ce qu'on se disait toujours. Il dit « T'es ma copine, t'es ma femme, t'es la mère de mon enfant, et je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Je te dois la vie. Et j'aurais tellement encore passé beaucoup d'années avec toi à partager les joies, les expériences, les voyages et nos enfants. Mais tu sais, même nos soirées sur Netflix, c'était incroyable. Je te souhaite une vie pleine de bonheur. J'espère que tu pourras construire une famille et que tu réussiras à passer outre ce moment difficile rapidement. Qui aurait cru que d'une soirée dans un appart en Pologne aurait pu naître une chose aussi belle et unique ? Les moments ensemble ont été les plus beaux de ma vie et je les garderai pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il écrit à ses parents, à mes parents, et il finit par dire à tous, quoi qu'il arrive, comme vous pouvez l'imaginer, je suis encore en vie. Et ça, ce n'est pas un aveu de défaite. J'ai combattu et je continue à me battre chaque seconde. À partir de maintenant, je vous demande de faire la même chose. Joe me donne cette lettre le 7 février et il meurt 3 jours plus tard dans mes bras d'une hémorragie. On est ensemble jusqu'au bout et je peux lui parler à l'oreille jusqu'au bout. Et quelques jours plus tard, je décide de lire cette lettre à son enterrement. Parce que pour moi, c'est le plus beau témoignage de sa vie. Il a résumé les choses les plus importantes pour lui et pour notre enfant à ce moment-là. Et pour moi, c'est un vrai message d'espoir pour tout le monde. Et je veux pas qu'on résume sa vie à sa mort, et je crois que là, il l'a bien fait. Je me sens je me sens un peu chaos, sidérée de ce qui se passe. La vie me paraît assez absurde. Je vois
Je vois tous les gens qui se prennent la tête pour des choses qui pour moi n'ont aucun sens. Je vois le monde qui continue à tourner alors que mon monde à moi c'est fracassé. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Et je continue pendant des jours à checker mon téléphone en attendant un message de Joe avant de me réaliser qu'en fait, il ne peut pas m'écrire. Et moi, je me surprends à prendre mon téléphone pour lui écrire un truc genre hey, j'ai vu un truc trop drôle, faut absolument que je te raconte. Ah ben non, je peux pas te raconter. En fait, tu me répondras pas. Et ça, c'est très perturbant. Quand Joe décède, une fois rentré d'Italie après son enterrement, je ne veux pas rester une seconde de plus dans mon appartement du sud parisien, je veux déménager le plus vite possible, parce que ça devient l'endroit qui est associé à la maladie de Joe. Je décide de continuer ma grossesse chez mes parents. Les premières semaines, je suis un peu hébétée. Je peux pas dire que je pleure particulièrement, surtout pas en présence d'autres, en fait. Il arrive que j'ai des crises de pleurs qui durent 5 minutes dans la voiture en écoutant une chanson et au bout de 5 minutes, je sèche mes larmes et je reprends ma vie et je vais au supermarché comme n'importe qui d'autre. L'idée aussi, à ce moment-là pour moi, est de rester le plus occupée possible pour éviter de prendre du recul, de réaliser, parce que j'ai très très peur de réaliser, de m'effondrer et de ne pas réussir à me relever et de passer des jours, des semaines, des mois dans mon lit à pleurer et que je peux pas me le permettre parce que, à partir de maintenant, je suis sur le point d'accoucher d'un enfant qui a perdu son père. Le décès de Joe est, depuis que je l'ai rencontré, la chose qui me fait le plus peur. J'ai l'impression qu'il ne pourra rien nous arriver tant qu'on est à deux et que la seule chose de laquelle je me remettrai pas, et donc ma peur ultime, c'est qu'il meure. C'est pas que de le perdre, c'est pas qu'on se sépare, c'est qu'il meure. Depuis toujours. Là, Joe vient de mourir. Et là, c'est comme si un tsunami était passé et avait tout emporté sur son passage. Il n'y a plus rien. L'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a plus rien à détruire. Il n'y a plus rien à perdre. Et on ne peut plus rien prendre maintenant. Parce que le pire est déjà arrivé. Et moi, je suis encore là. Je tiens encore sur mes 2 pieds. Et donc finalement, j'ai commencé à avoir un sentiment de surpuissance. Et au fur et à mesure, ce sentiment s'est transformé parce que j'ai compris que maintenant, il y avait aussi tout à créer. C'est quand j'ai vraiment réintégré le fait que oui, j'étais bien enceinte et que ce bébé allait bien arriver et qu'il allait falloir créer une vie qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais imaginée. Je me suis dit, ok, ben voilà, c'est une feuille blanche et maintenant on peut réécrire l'histoire. Je suis chez mes parents, je suis enceinte de 8 mois et demi et je décide d'aller au même festival auquel je vais tous les ans. Et je me souviens que le fameux PA de cette soirée, 13 ans auparavant, il va tous les ans avec ses amis. Je décide donc de le contacter et de lui demander si on peut s'y retrouver. Il est ravi. Et on se retrouve à ce festival et on se pose. En fait, on n'écoute pas du tout les concerts. On discute, je lui raconte un peu tout ce qui s'est passé. Et il me demande comment j'imagine ma vie maintenant, comment j'imagine ma vie sentimentale maintenant, sachant que ça fait que 6 mois que Joe est mort. Et je lui dis que j'ai beaucoup de mal à me projeter avec quelqu'un que je connais pas déjà. Et du tac au tac, il répond « C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai toujours su qu'on se retrouverait. » Et là, je comprends pas du tout. Je suis très gênée parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'étais pas en train d'essayer de tenter quoi que ce soit. Et la soirée se termine comme ça. On reste pas spécialement en contact. Je continue à réagir à ses stories sur Instagram. Il vient à chaque fois me parler. Mais c'est très, très épisodique. 6 mois après le décès de Joe, j'accouche le 28 juillet. Donc c'est un petit garçon. Il s'appelle Émile. C'est un prénom dont on avait parlé avec son papa. On s'était mis d'accord. Et je n'ai qu'une hâte de sortir de l'hôpital parce que je ne veux pas y rester une seconde de trop. Dès que je prends mon bébé dans les bras, je lui parle de son papa. Je lui en avais déjà parlé pendant toute la grossesse. Et je lui dis que maintenant, c'est notre vie tous les deux. Et qu'on n'est pas des victimes. Et qu'on va rendre ça vraiment beau. Et que ça aura de la gueule. Au bout de quelques mois de vie, il est temps pour moi de rentrer à Milan parce qu'en fait, j'ai besoin de reprendre notre vie là où on l'avait laissée. Et donc, je rentre avec mon bébé sous le bras à Milan.
Mes amis ont très peur de mon retour à Milan, que ce soit très très difficile puisque la ville n'est plus ce qu'elle était, puisque la vie n'est plus ce qu'elle était. Mais en fait, avec Émile, la manière de vivre la ville est complètement différente. On ne sort plus dans les bars le soir, on va dans les parcs à jeux. Ça n'a rien à voir. Notre rythme est complètement différent. L'appartement est aussi vécu complètement différemment. Les jouets pour enfants envahissent l'espace. Il y a une table à langer. Et finalement, c'est une nouvelle vie. Et pour moi, c'est une boucle qui se boucle. C'est hyper important pour moi de revenir là. Au fil des mois, je retrouve mes amis, nos amis, avec Joe. Et on se retrouve à faire les mêmes soirées qu'on faisait quand Joe était là. Et c'est très perturbant parce que personne n'ose me parler de Joe. Et personne n'ose me partager sa peine en se disant que la mienne est bien plus grande. Sauf qu'en fait, tous les soirs, on se voit, il y a une place qui est vide à la table et personne ne parle du fait que cette chaise est dramatiquement vide et qu'elle a toujours été pleine et qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais je sens une vraie faim de me recevoir. Mes amis sont pas du tout à l'aise, ils savent pas du tout comment s'exprimer. Et en vrai, chacun vit son deuil à son rythme et à sa façon. Et donc, j'insiste pas, mais je me sens parfois très seule dans ma peine. Parce que personne ne veut m'en parler. Je parle à Joe pas mal pendant la journée, mais surtout le soir. J'ai un petit rituel qui se met en place. Et donc, une fois que je mets Émile au lit, je me pose sur ma terrasse, je bois une bière et je fume une cigarette. Et je fais un peu le point de la journée, je me refais le film, j'en discute avec Joe. Et au moment d'aller me coucher, je ressors sur la terrasse, je regarde le ciel et je dis bonne nuit à Joe. J'espère qu'il est bien là où il est, qu'il a ni froid ni chaud et qu'il est content de la manière dont je gère, sachant que Émile se réveille encore 3 fois par nuit, il se réveille très tôt le matin. Je garde bien en tête que pour pouvoir m'occuper de lui, il faut que je m'occupe de moi. Et finalement, il n'y a pas de moment où je m'effondre comme je le craignais. Je reprends une routine et j'essaye de comprendre à quoi peut ressembler notre vie. Mais en fait, elle est très rythmée par des besoins physiologiques, physiques d'Émile qui doit dormir, manger, être relativement éveillé, recevoir de l'attention. Je lui parle de son papa tous les soirs avant de le coucher, en lui disant que son papa et sa maman l'aiment, qu'il le protège, son papa du ciel et moi ici, et que je prête mes bras à son papa pour lui faire des câlins tous les soirs, et qu'on est très fiers de lui. Ça fait quand même 2 ans que je vis avec la maladie, le deuil et toutes les joies et les stress qui viennent avec la parentalité. J'ai juste envie d'un peu de liberté, d'un peu de légèreté et qu'on me lâche la grappe en fait. Étant donné que je m'ennuie pas mal, je me demande qui est-ce que je pourrais contacter et je me rappelle de cette soirée 1 an avant au festival et de ce que m'avait dit PA qui m'avait quand même pas mal perturbée. Je m'étais demandé un peu ce qu'il voulait dire par « je savais qu'on se retrouverait un jour ». Et donc je lui ai écrit. Je lui demande et sinon, côté cœur, comment ça se passe ? Et il me dit que non, il a personne, mais que si je pose la question, ça doit être pour une raison. Je dis bon, non, je sais pas. Il fait, mais est-ce que tu veux que je vienne te voir ? Je dis oui, j'aimerais bien que tu viennes me voir, mais je veux être très claire, je suis absolument pas prête à me mettre en relation avec qui que ce soit. J'ai juste besoin d'un peu de légèreté. Il fait, mais si tu dis ça, c'est que t'as compris. Mais j'ai compris quoi ? Je dis, mais Lucie, ça fait 13 ans que je suis amoureuse de toi. Je t'ai jamais oubliée. Et à ce stade-là, je prends tout ce que tu as à me donner. PA vient me voir à Milan. Il est censé rester qu'1 semaine. C'est la semaine où mes parents emmènent mon fils en vacances. En fait, PA vient chez moi à Milan et c'est très perturbant puisque c'est l'appartement dans lequel j'ai vécu avec Joe. Instantanément, on s'entend super bien et on a une vraie connexion. Et on passe une semaine incroyable, hyper simple, hyper joyeuse. Il me fait rire. C'est la première fois que je redécouvre un peu mon corps. Et là, je redeviens moi en tant que personne, pas en tant que fonction. En fait, c'est un renouveau incroyable. Il me traite comme une femme et pas comme une mère ou comme une veuve. C'est tellement rafraîchissant, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est enivrant.
C'est perturbant pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que assez rapidement, en fait, je développe quand même vraiment des sentiments pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'ai pu être avec quelqu'un pendant presque 10 ans, être folle amoureuse de lui, l'épouser, décider d'avoir un enfant avec lui et aussi peu de temps après, puisque c'est 1 an et demi après le décès de Joe, être avec quelqu'un d'autre et que ça se passe aussi bien. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Est-ce que je suis en train de trahir Joe? Mais finalement, la réponse que je finis par me donner, c'est: «Oui, mais moi, je suis en vie, donc moi, je peux faire ça» et ça n'a pas de sens de rester la veuve éplorée pendant toute ma vie. Au bout d'une semaine, comme ça, de petite vie de couple, vraiment enivrante, il propose de rester une semaine de plus et donc de rencontrer Émile et en fait, il rencontre Émile et ça là aussi, c'est immédiat. C'est hyper sympa. On prend le baby-sitter un soir pour quand même avoir une soirée un peu tous les 2. Et en fait, c'est incroyable parce que ça ressemble beaucoup à la vie que j'avais imaginée. Mais avec lui et pas avec Joe. Et là aussi, c'est très étrange parce que tout est pareil, mais tout est différent. Mais finalement, c'est pas si mal. Finalement, ça me plaît bien et finalement, peut-être que PA pourrait être l'homme de ma deuxième vie, finalement. Peut-être finalement que Joe m'a offert une vie fantastique, géniale, et que là, j'ai l'opportunité de créer un truc nouveau. Au bout de 15 jours, PA repart à Paris, il est temps de rentrer. Et pour moi, c'est très difficile parce que je viens de découvrir un truc trop génial et à peine j'y ai goûté, en fait, il repart et on se revoit tous les 15 jours entre Paris, Milan et Strasbourg. Et c'est vraies bouffées d'oxygène. Pendant la semaine, je m'occupe de mon fils. Les week-ends, on se voit, on a cette vie à 3 et ça me plaît beaucoup. On a beaucoup de discussions avec PA par rapport à son rapport à Joe et comment est-ce qu'il trouve sa place là-dedans. Moi, je mets un point d'honneur à ne pas les comparer, déjà parce qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Et il est très respectueux de mon deuil. Il me laisse en parler, j'en parle pas tout le temps, mais il laisse m'en parler. Il est très attentif aussi à me ménager, notamment quand on va à Paris. Il évite de reprendre les rues que je prenais tous les jours pour aller à l'hôpital. Donc on évite tout ça. Aussi pour recréer notre propre histoire à Paris, et pour que Paris, ça signifie autre chose que l'hôpital. Au bout de 6 mois qui se passent franchement très bien. PA me dit qu'il commence à avoir des doutes sur le fait de vouloir être en couple d'abord. Et puis ensuite, il dit oui, mais je suis pas sûre non plus de pouvoir prendre ce rôle de père tout à coup et que je passe d'une vie de célibataire à Paris à une vie à 3, à une vie de famille. Peut-être que c'est un peu trop rapide. Il se pose beaucoup de questions. Et moi, j'arrête pas de dire: «Alors oui, j'entends, OK, pourquoi pas, mais en fait, ça se passe super bien. Enfin, est-ce que t'es plus amoureux de moi? Est-ce que t'as plus de sentiments?» «Si, si, si, j'ai toujours autant de sentiments pour toi, je sais pas trop quoi faire». Et moi, je dis: «Bon, écoute, si on est amoureux, si ça se passe bien, arrête de te prendre la tête, on verra bien. Si tu veux qu'on emménage ensemble, on peut le faire. Si tu veux que j'emménage à Paris, mais dans un autre appart, on peut y réfléchir. Si tu veux qu'on reste à distance, il y a pas de problème, mais ne te prends pas la tête. On va aller pas à pas, mais viens, on continue». Et donc, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours génial. Il me dit qu'il m'aime jusqu'au jour, au mois de mai, donc ça fait à ce moment-là un peu moins d'1 an qu'on est ensemble, où il me dit qu'en fait, il adore passer du temps avec moi, mais que passer du temps avec Émile, ça devient trop lourd et qu'il n'y arrive plus. Mais là, pour moi, c'est pas possible. C'est non négociable, Émile, c'est mon fils, il n'est pas question que je le mette de côté. Et donc du coup, si le problème était Émile, eh ben, je crois que là, il y avait plus de solution et que là, il fallait qu'on se sépare. Et il me dit que oui. Il me dit qu'en effet, voilà, on atteint un point de non-retour. PA m'embrasse et me dit qu'il m'aimera toute sa vie et il part. Et je suis effondrée. Je suis effondrée parce que j'ai cru que la vie recommençait et en fait, elle s'est de nouveau cassée la figure. 2 mois après notre rupture, je retrouve PA au même festival auquel on se retrouve tous les ans, qui est du coup devenu une tradition. Dès le premier soir, PA me dit: «Mais est-ce que tu veux savoir pourquoi on s'est séparés? En fait, c'est pas lié à ton fils, j'adore Émile. Mais Émile, ce sera jamais mon fils. Parce qu'Émile, il a un père, son père est mort et ce père, c'était a priori un mec exceptionnel. Et je me sens pas à la hauteur et je pense que je le serai jamais.
ça me laisse quand même un vrai goût d'inachevé parce qu'en fait, il me fait comprendre que oui, il a toujours des sentiments pour moi. Et j'ai beaucoup de mal avec le fait que deux personnes potentiellement s'aiment mais ne soient pas ensemble. Surtout, quel gâchis. Et là, c'est plusieurs deuils qu'il faut que je fasse à la fois. C'est le deuil de ma relation avec PA, mais en fait, c'est aussi le deuil de ma vie à 3 comme je l'avais imaginé. Maintenant, il faut que j'assume le fait que on est vraiment 2 avec Émile et qu'il va falloir composer avec ça et je prends la décision ferme et définitive que pendant 1 an, je ne me mettrai pas en couple. Le temps de me redéfinir, de comprendre qui je suis et ce que je fais. Le 28 avril 2025, Joe aurait eu 35 ans. D'un coup, je réalise la violence de ce qui s'est passé. C'est une très grosse claque et pour la première fois, je pleure pendant 3 jours. Sans m'arrêter, sauf quand je m'occupe d'Émile. Il a fallu 3 ans avant de réaliser que il était mort très 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 jeune quand même. 35 ans, c'est pas vieux. Tout le monde devrait vivre jusqu'à 35 ans. Et tout le monde vit jusqu'à 35 ans. Donc pourquoi Joe ne vit pas jusqu'à 35 ans ? Bizarrement, d'un coup, la temporalité a pris du sens. 1 an après cette rupture avec PA et 3 ans et demi après le décès de Joe, j'ai appris à vivre seule et à être heureuse seule. Ça ne veut pas dire que je passerai ma vie seule, mais pour l'instant, je suis bien et je sais que j'ai plus besoin d'être avec quelqu'un. J'ai décidé de quitter Milan. J'ai l'impression que j'avais vraiment besoin de repasser par Milan pour boucler la boucle. Je continue à voir beaucoup ma belle-mère. Je l'appelle tous les 2 jours. Entre-temps, mon beau-père est décédé. Il est décédé de tristesse après le décès de son fils. Et donc maintenant, on est toutes les 2. Elle vient me voir régulièrement. Émile, parfois, j'ai du mal à le connecter encore à Joe parce que c'est 2 moments de ma vie complètement différents et je suis 2 personnes différentes. Mais en fait, dans les faits, c'est bien le fils de son père. Il lui ressemble pas mal. Il a plein d'attitudes qui lui ressemblent. Et puis un sacré caractère qui caractérisait son père aussi. Je me demande souvent ce que Joe aurait fait à ma place. Parfois, à la fin d'une journée, je fais le bilan. Je me dis, bon, ok, peut-être que ça, il l'aurait peut-être pas fait comme ça. Ou bien là, je suis pas très fière. Et je lui dis, ouais, mais en même temps, j'aimerais t'y voir à ma place. Ça va, quoi. C'est bon, on peut lâcher un peu la pression. Vu le contexte, ok, c'était pas parfait, mais pour aujourd'hui, on s'en satisfera. Avec Émile, on parle de son père et on parle de la musique qu'il aimait bien écouter, des plats qu'il aimait manger et de ses voitures préférées. Et on a vraiment constitué une famille choisie, un groupe de potes qui sont nos amis depuis toujours, qui nous ont suivis dans toutes ces péripéties, qui sont toujours les mêmes en fait, qui sont toujours nos invités du mariage, qui étaient aussi à la même table à l'enterrement de Joe et qui se sont dit maintenant on est liés pour toujours parce qu'en 3 mois on a fait un mariage et un enterrement et maintenant c'est les parrains et les marraines de mon fils. Ils donnent plein de références différentes et plein de modèles différents et je pense que c'est une vraie richesse. Donc c'est très différent de la vie qu'on aurait pu ou dû avoir, mais elle est pas moins belle. On a transformé ce qui s'est passé et c'est parfait comme ça. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mona Delahaye. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Nicolas Mollet. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés.
Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.